CPAM, la radio de tous les jours et de chaque jour. h 37 avec nous le professeur Howard Gould, professeur au Smith College dans le Northampton au Massachusetts. Bon après-midi, professeur Gould. Bonjour, Monsieur Pierre, comment allez-vous? Moi, ça va toujours bien, même quand ça va mal, professeur Gould. Et aujourd'hui, heureusement, ça va très bien. C'est notre dernière de la saison et je tenais à avoir mon professeur Gould avec moi. Et d'autant qu'il y a dans cette actualité des choses extrêmement intéressantes. C'est Donald Trump qui connaît des difficultés et voilà. Ça, c'est un premier État, le Colorado, qui vient de dire, en tout cas par jugement de cour, la Cour suprême de l'État, qui dit qu'il est inéligible. C'est, comment je pourrais dire, ce n'est pas la décision finale. Il faut comprendre que Donald Trump ira en appel et que ça peut changer en appel, mais au moins, c'est quelque chose. Hein. Je ne pensais pas qu'on prendrait la démarche au sérieux, mais il y a des juges qui prennent cette démarche au sérieux, professeur. Non, c'est très sérieux, c'est très important, bien que, comme vous avez dit, je crois que les chances sont très bonnes que ce soit éventuellement renversé par la Cour suprême. Cette décision est basée sur deux concepts. Premier concept, c'est que oui, la Cour a trouvé, sans le moindre doute, que Trump a participé dans une insurrection. Alors, ça c'est établi, ça a été accepté par le juge, ça a été accepté par la Cour d'appel, et ce sera probablement accepté par la Cour suprême, que oui, l'ex-président a participé dans une insurrection. Mais il y a une deuxième partie du jugement. Est-ce que le 14e amendement de la Constitution qui interdit quelqu'un qui a participé à une insurrection de devenir président, est-ce que cela s'applique au président des États-Unis? Est-ce que cette clause s'applique ou seulement aux autres officiers du gouvernement fédéral? Ça, c'est la question légale. Et la Cour hier a dit oui, la troisième section du 14e amendement s'applique au président. Dans cette situation, avec un établissement du fait qu'il a participé dans une insurrection, puis avec la décision que cet amendement s'applique au président, oui, on peut exclure Trump du bulletin de vote. Problème pour l'instant, comme vous avez signalé, ça ira en appel à la Cour suprême et je suis assez confident que cela sera renversé par la Cour suprême. Je ne peux pas imaginer qu'une Cour aussi conservatrice a accepté ce raisonnement, surtout en ce qui concerne Donald Trump. Mais par contre, ça serait logique dans le sens que le président, qui est celui qui est garant, qui représente la garantie, est le garant donc pour la loi et l'ordre qui réussirait à mettre un pays sans dessus-dessous jusqu'à participer à une insurrection, celui-là ne serait pas digne parce qu'il ne pourrait pas donner le bon exemple, quoi. Ce serait la logique de la chose, professeur Gould. Vous avez raison, votre logique est impeccable, mais malheureusement, ce n'est pas une logique légale, c'est une logique politique que vous faites. Et c'est vrai, du point de vue politique, ce serait gênant de ramener un président qui a présidé et qui a participé dans une telle insurrection. Et la Cour a dit oui, sur le plan politique, c'est vrai, il est coupable. Pas vraiment coupable, mais c'est vrai, selon les données, il a participé, il a essayé d'empêcher le transfert paisible du pouvoir.
C'est vrai, ça c'est établi. Mais la question légale porte sur la deuxième dimension. Est-ce que cette clause, sans entrer dans les détails légaux, est-ce que cette clause de la Constitution s'applique au président? Est-ce que c'est des courses au niveau des États qui peuvent faire ce jugement? Est-ce que c'est un jugement qui revient au Congrès américain? Il y a des questions légales qui sont reliées à l'histoire de cet amendement. Et je crois que c'est loin d'être acquis que la Cour suprême va accepter cette logique. En tout cas, moi, je ne vois rien de bon pour la Cour suprême parce que moi, comme vous, je m'attends à ce que la Cour trouve des raisons pour ne pas arrêter Donald Trump dans sa course. Par Oui. contre, ça enverrait un signal à l'ensemble de la population qu'on peut à tout moment rééditer l'exemple du 6 janvier 2021. Parce que, et même ces personnes qui ont été trouvées coupables et qui ont fait de la prison, s'il y a un jugement de la Cour suprême qui dit qu'ils ont le droit de participer à des émeutes comme ça et gardant toutes leurs droits légaux, civils et politiques, professeur Gold, ben, ça voudrait dire que ces gens-là trouveraient l'occasion de revenir contre contre le gouvernement fédéral qui a institué des causes contre eux et même demander d'être dédommagés s'ils ont subi des pertes, s'ils ont été emprisonnés. Oui, il y a toutes sortes de conséquences qui peuvent sortir de cette décision et des décisions à venir. Vous savez qu'il y a deux grandes questions qui vont occuper la Cour suprême. La première, ce sera la question, est-ce que Trump peut être exclu du bulletin de vote, comme vous avez mentionné. Mais il y a une deuxième décision qui va venir bientôt. Est-ce que Trump jouit d'une immunité en ce qui concerne ses gestes? Ça, c'est une deuxième question. Et il est loin d'être acquis que la Cour suprême va donner la réponse que vous voulez, M. Pierre. Il est loin de la... Malheureusement, vous n'êtes pas parmi les 9 juges de la Cour suprême parce que vous avez leur formation, vous êtes avocat, mais les avocats de la Cour suprême vont sûrement ou probablement arriver à d'autres conclusions. Ouais, parce que dire qu'il jouissait de l'immunité, ça encore ouvrirait la voie à n'importe quel président de faire n'importe quoi, y compris d'aller sur la Fifth Avenue et de tuer quelqu'un et être certain qu'il ne sera pas poursuivi. Ça serait un non-sens. Et je vous dis, quelle que soit la situation que la Cour suprême va prendre, ça sera pour le déshonneur, à moins de dire que Donald Trump n'est pas éligible. Or, la Cour suprême ne dira pas ça. Moi, je pense, je vais faire une prédiction maintenant. Allez-y. Je veux dire que la Cour suprême va dire deux choses. Il va venir au centre. Il va dire oui. Il va dire oui. Qu'il a participé? Non, ils vont dire que cette clause ne s'applique pas au président. Donc, il a le droit d'être sur le bulletin de vote, mais en même temps, il ne jouit pas d'une immunité totale. Ils vont dire aller au centre. Ils vont essayer de trouver un équilibre entre les deux pour ne pas paraître trop radical. C'est ce que je prédis. Ah ben, laissant la porte ouverte pour l'autre dossier, le dossier du 6 janvier 2021, avec le procureur spécial Jack Smith. Parce qu'il peut tuer. Ça, c'est aussi, une autre question. Ça, c'est une troisième question. Parce qu'il peut tuer, la Cour suprême peut tuer le procès à venir aussi, là. Il peut, surtout en trouvant que Trump jouit d'une immunité totale. D'une immunité totale. Donc, je crois que je serais vraiment, même cette Cour-là, je serais étonné s'ils arrivent à cette décision. Cependant, je crois qu'ils vont dire non, il ne jouit pas d'une immunité totale, mais en même temps, on ne peut pas l'empêcher d'être sur le bulletin. Je pense que c'est comme ça qu'ils vont faire le jugement. Vous pourrez écrire le jugement et le leur envoyer gratuitement, professeur Gold. Professeur Gold, il y a un autre dossier, c'est le gouverneur du Texas qui signe une loi criminalisant l'entrée illégale de migrants. Je n'ai jamais vu ça. Dès que vous mettez le pied au Texas, vous n'avez pas les papiers, vous êtes illégal, mais vous êtes aussi automatiquement comme un criminel, hein, parce que vous avez commis un acte criminel. Vous avez raison. Tout le monde pensait que c'était une juridiction fédérale. Tout d'un coup, le gouverneur du Texas réclame
la juridiction pour son État. C'est comme vous connaissez très bien les batailles associées au fédéralisme au Canada. Oui, oui, oui. Alors ça, c'est un bon exemple. Le problème pour le Texas, c'est que bien que le gouverneur ait adopté cette politique, que les agents du Texas peuvent maintenant arrêter tous ceux qui n'ont pas de papier, tous les immigrants et les réfugiés. En même temps, ils n'ont pas les ressources pour le faire. Il s'agit des milliers, de milliers, de milliers d'individus qui sont impliqués. Je vois difficilement comment même le Texas peut intervenir à ce point-là. Je ne comprends pas. Ils n'ont pas les ressources pour effectuer les arrêts à ce niveau. Mais, et en plus, il dit qu'il va les renvoyer au Mexique. Et ça, c'est autant les Haïtiens, les hispanophones de toute région de l'Amérique latine, n'est-ce pas? Et le Mexique a le droit aussi de dire je ne les recevrai pas. Pour les recevoir, il doit y avoir un accord entre les États-Unis ou le Texas et le Mexique, n'est-ce pas? Oui, oui, mais c'était exactement ce qu'a préconisé Trump en 2016, c'est-à-dire cette hostilité envers les immigrants. Vous savez qu'en fin de compte, ces politiques d'hostilité envers les immigrants et les réfugiés, c'est surtout pour mobiliser les électeurs. Oui. Vous savez, c'est vraiment cynique, mais c'est un geste purement politique. Pour dire que, et vous savez, malheureusement, c'est un enjeu gagnant pour les républicains parce que les sondages nous démontrent clairement qu'une majorité des Américains trouvent que les républicains sont dans meilleure position pour gérer la crise de l'immigration, la crise de la frontière. Ils reçoivent plus d'éloges que les démocrates. Et puis, pour revenir avec Donald Trump, c'est lui-même qui, en campagne électorale, a dit ils empoisonnent le sang de notre pays. En parlant des immigrants, en parlant des migrants donc qui traversent la frontière. Donc, c'est le ton qui est lancé, la même rhétorique contre les immigrants. Et il a dit, moi, si je deviens président, je vais faire la déportation la plus grandiose de l'histoire du pays. Donc, Donald Trump annonce les couleurs véritablement. Ça, c'est le danger d'un deuxième mandat pour Trump. Il ne sera plus obligé de répondre aux électeurs américains. Et il nous annonce ce qu'il entend faire. Et en ce qui concerne son expression, ses paroles, que les immigrants contaminent le sang des Américains, comme vous le savez très bien, c'est des paroles qu'a utilisées Hitler durant la Deuxième Guerre mondiale, en préconisant ses politiques envers les Juifs et les Gitanes et ainsi de suite. Mais Trump s'en fout complètement. Il aime les hommes forts, comme Putin, comme Kim Jong-un, comme Orban en Hongrie, et ainsi de suite. Alors, il est fier d'être associé à ce genre de position. Professeur Gould, j'ai vu la réplique du président Joe Biden en utilisant effectivement ce que vous venez de dire, l'homme qui aime et qui dit aussi qu'il va être dictateur. Hein. Il a son faible pour les dictateurs. Il veut être dictateur ne serait-ce qu'une journée, n'est-ce pas? Et il annonce la plus grande déportation. Alors, lorsque le peuple, face à tout ça, arrive à choisir quand même et va choisir, exemple, Donald Trump, quel est le raisonnement qui reste à faire? Est-ce que c'est un peuple ignare, le peuple américain, ou alors c'est un peuple qui s'identifie à Donald Trump? C'est une excellente question ce que vous me posez, M. Pierre, et vous avez donné la réponse. Il n'y a pas un seul thème, il n'y a pas un message qui sort du succès de Trump. Il y a des gens, des électeurs qui sont vraiment ignorants. Ils pensent que Trump est un businessman, un homme d'affaires qui a réussi malgré tout ce qui s'est passé. Il sera bien, il va gérer bien l'économie. Il y a des gens qui croient que Biden n'est pas trop âgé. Il y a plusieurs raisons pour expliquer les succès de Trump. Mais pour moi, c'est une combinaison d'ignorance et aussi de racisme. Il y a des gens qui ne suivent pas la politique, ils sont ignorants vraiment de ce que préconise, de ce que
de ce qu'avance Trump, mais en même temps, il y a beaucoup de gens, surtout des électeurs de classe ouvrière de race blanche, qui s'identifient au message de Trump. Ils veulent avoir un homme fort. Ils veulent avoir quelqu'un qui représente les intérêts des ouvriers, ce qui est une très grande ironie, étant donné que c'est Trump. Mais alors, c'est une combinaison d'identification avec le message de Trump et en même temps une ignorance profonde en ce qui concerne ce que représente Trump. Et là, moi, j'adopte toujours ce dicton, les peuples ont les dirigeants qu'ils méritent, professeur. Moi, c'est comme ça que je vois la vie, même si on vote par ignorance, mais c'est ce que vous méritez, n'est-ce pas? Vous allez mériter, vous allez avoir ce que vous méritez. Quand je regarde la folie furieuse, il suffit qu'il y ait un jugement qui soit sorti contre Trump. Et puis là, il ramasse des millions et des millions de dollars. C'est exactement ce qui est arrivé hier soir et aujourd'hui suite à cette décision de la Cour d'appel en Cour suprême du Colorado. Alors, c'est vrai, on ne peut pas excuser ces gens qui sont ignorants, qui sont racistes. Le résultat est pareil. Voilà. Alors, professeur Gold, c'est le temps de nous quitter. Je vous remercie énormément pour l'année 2023. Et vous étiez à Paris, vous avez fait des pieds et des mains pour nous parler. C'est quand même à 6 heures de décalage, hein, n'est-ce pas? Et lorsqu'on est à 16 heures ici, là, vous êtes à 10 heures de l'autre côté. Merci beaucoup, professeur Gold. Moi, j'apprécie énormément. Je souhaite vous voir en personne. Éventuellement, je serai. Malheureusement, je ne peux pas venir cette année. Ouais. Mais j'entends venir bientôt. Peut-être après l'hiver. Peut-être, professeur Gold. Et on prendra le temps de faire une belle émission en studio. Vraiment, ça serait. Pierre, je veux vous remercier et je veux vous souhaiter à vous, à votre famille et votre équipe et surtout à vos auditeurs de très joyeuses fêtes et à l'année prochaine. Merci. La même chose pour vous, professeur Gold. Et je sais que c'est pas toujours possible d'être avec les enfants. Et cette fois-ci, là, si vous avez la chance, profitez encore de ce beau moment de fête. Qu'elle soit joyeuse, la fête pour vous, professeur Gold. Merci beaucoup et Merci à l'année vous, prochaine. Pierre. Merci. Au revoir.